Eh bien, bonjour. Je pense qu'on va bientôt commencer la conférence. La conférence voilà, bonjour à tous. Là, voilà, maintenant on est en live, donc je souhaite, je suis ravie de vous accueillir. Ah, un petit problème de double voix, je suis désolée. Donc, je suis ravie de vous accueillir et d'introduire cette visioconférence et je remercie votre avance, nos deux intervenantes. Alors, Madame Catherine Kramer, qui est conseillère EURES et mobilité internationale à France Travail Grand Est, et Madame Fabienne Chimek, responsable formation à l'Aura Institut. Alors, toutes les deux vont aborder le sujet de notre webconférence aujourd'hui, c'est travailler en zone transfrontalière à l'étranger. Et quant à moi, je m'appelle donc Magali Baudel et je serai votre animatrice durant cette webconférence. Alors, juste quelques précisions pour commencer. Donc, vous aurez accès bien sûr au support. Il sera accessible sur le stand de la PFRH. Et puis, nous vous proposons donc cette webconférence en 2 temps. D'abord, Madame Chimek qui va commencer. Et puis, donc ensuite, vous pourrez poser des questions suite à cette première partie. Et puis ensuite, ce sera au tour de Madame Kramer à qui vous pourrez également poser des questions. Donc, je vous propose ainsi de commencer. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et toutes les questions sur le chat, hein. Merci beaucoup. Donc, c'est bon, Magali? Très bien, à vous. Okay, donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Magali pour cette introduction. Merci aux organisatrices de m'avoir invitée de participer à cette journée en ligne Cap Europe pour parler de la dimension interculturelle d'une mobilité professionnelle à l'étranger. Je vais passer la slide. Voilà, donc je m'appelle Fabienne Chimek, responsable de formation à l'Euro Institut. Peut-être quelques mots sur l'Euro Institut. On est un organisme franco-allemand actif dans le domaine de la coopération transfrontalière, basé à Kiel, en face de Strasbourg, en Allemagne. Et nous, on fait des formations, mais aussi des études, des ateliers, du travail en réseau dans le domaine de la coopération entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Et voilà, nous sommes une petite équipe biculturelle composée des Français et des Allemands. Et donc, moi, je vis l'interculturel dans ma vie quotidienne. Et ma présentation aujourd'hui est structurée en 2 parties. Donc, tout d'abord, il s'agit de vous donner un aperçu de la mobilité professionnelle dans l'Union européenne, donc aussi avec quelques chiffres. Et puis après, je vais aborder donc la dimension interculturelle, ce que ça veut dire. Donc, pour commencer ici, un petit aperçu, en total, il y en avait en 2022 presque 14 millions de personnes qui habitent ou travaillent dans un État autre État membre que leur pays d'origine au sein de l'Union européenne, et donc presque 10 millions de personnes travailler. Donc, la mobilité, comme vous pouvez voir sur cette carte, la mobilité, elle n'a pas encore retrouvé les niveaux d'avant la pandémie avec les 17 millions de citoyens mobiles dans l'Union européenne. Les principaux pays de destination sont l'Allemagne, l'Espagne, aussi l'Italie. Et les principaux pays d'origine, ce sont la Roumanie, la Pologne et l'Italie.
Les principaux secteurs d'activité, je vous ai listé quelques-uns ici, sont l'industrie manufacturière, l'hébergement et restauration, construction, et la plus forte croissance est observée dans le secteur de la technologie, de l'information et de communication, et aussi du transport. Ici, vous pouvez voir une carte avec les territoires transfrontaliers en Europe et on dit qu'il y a près de 40% du territoire européen qui est frontalier. Donc, avec presque 38% de la population européenne qui vit dans ces zones, dans ces régions transfrontalières. Il y a en total presque 2 millions de travailleurs frontaliers. Donc, un travailleur frontalier, c'est qui? C'est tout travailleur qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un État membre et qui réside sur le territoire européen dans notre État membre où il retourne régulièrement. Donc, mais Madame Kramer, elle parlera plus tard sur le statut d'un travailleur frontalier. Mais il n'est ni un travailleur expatrié, ni un travailleur détaché. Et un travailleur frontalier peut être aussi quelqu'un qui a déplacé sa résidence d'un pays à un autre, mais qui continue à travailler dans son pays d'origine. Donc moi, par exemple, je suis allemande, je travaille en Allemagne, mais j'habite à Strasbourg, j'aime bien Strasbourg. Donc voilà, moi, je suis une travailleuse, je suis une frontalière. Et les principaux pays d'origine sont la France, l'Allemagne et la Pologne. Et les principaux pays de destination sont l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Ce qui me mène aussi à la prochaine slide avec un zoom sur la région Grand Est et ses voisins. Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de participants qui nous rejoignent depuis la région Grand Est aujourd'hui. Donc, il y a 2% de l'ensemble des actifs en emploi en France qui travaillent à l'étranger et dont un peu moins que la moitié, les 42%, qui résident en Grand Est. Il y a donc à peu près 200 000 frontaliers qui sortent du Grand Est. Et par contre, il y a seulement près de 2300 frontaliers qui entrent en région Grand Est, majoritairement en provenance de l'Allemagne. Et donc, le Grand Est est la première région frontalière de France. Sur cette carte, même si elle est petite, mais j'espère que vous pouvez voir un peu, il y a des flux transfrontaliers. Donc, il y a de très grandes flèches vers le Luxembourg et vers la Suisse aussi. Et au cours des dernières 20 années, cette part de frontaliers en direction du Luxembourg et dans la direction de la Suisse, aussi Belgique, a beaucoup augmenté. Alors que le flux vers l'Allemagne, le taux il a baissé de 17%. Les principaux métiers des travailleurs du Grand Est, je vous ai listé ici, sont les employés administratifs, infirmiers aussi, employés comptables et financiers, ingénieurs informatiques et conducteurs. Mais par exemple, en Allemagne, on peut dire aussi que le secteur industriel est le principal secteur d'activité. En Belgique, par contre, il y a un peu plus de frontaliers qui travaillent dans la santé, aussi l'administration publique. Et en Suisse et au Luxembourg, il y a aussi le secteur du commerce et de l'hôtellerie et restauration qui sont surreprésentés en comparaison avec les autres pays voisins. Donc, c'est vraiment juste un petit résumé pour vous donner un aperçu de la réalité de la mobilité professionnelle transfrontalière et européenne. Maintenant, on va passer donc à le sujet de la culture. Et voilà, ce slide juste parce qu'il s'agit tout d'abord de prendre conscience que la culture influence tous les domaines de notre vie, les systèmes administratifs, politiques, nos formes de communication, les habitudes, processus de travail et aussi les représentations qu'on a de l'autre, comment l'autre personne, comment lui il nous perçoit, comment nous on perçoit l'autre personne. Et voilà, juste pour illustrer un peu cette petite image de l'allemand qui marche donc très, très vite dans les yeux du français et le français qui se promène de manière très détendue et qui n'est pas stressé dans la perspective de l'allemand. Donc ici, vous voyez le modèle de l'iceberg de culture. Peut-être que vous avez vu ce modèle aussi dans d'autres contextes, mais il est très souvent utilisé pour dire qu'il y a des aspects d'une culture qui sont plus facilement visibles
que d'autres aspects. Et donc, ce surface de l'iceberg de la culture représente que 10 à 15%. Et c'est cette partie externe, donc les formes de salutation, les vêtements, l'architecture. C'est ça dont on est conscient, c'est ça ce qu'on peut observer facilement et voir facilement. Et c'est ça aussi ce qui évolue plus facilement que la partie immergée de l'iceberg qui est plus grande que cette partie externe. Et donc, cette partie immergée peut comprendre les styles de communication, notre rapport au temps, la hiérarchie et les structures, et qui sont plus profondes donc, et influencées par nos valeurs, par nos croyances, par nos sentiments de justice, les notions de beauté aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est cette plus grande partie de la culture qui est invisible à nos yeux et ce qui requiert plus d'apprentissage pour la comprendre, parce que c'est ça ce qui est inné pour nous. Et parfois, on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi on se comporte d'une telle manière, on ne peut pas poser des mots dessus ou le décrire. Et donc, lorsque deux individus ils se rencontrent avec tout leur iceberg. Et donc, ça veut dire que la manière dont une situation elle est perçue dépend de son propre système de référence, de son histoire de vie, de la socialisation, donc de nos cercles familial ou amical, social, etc., de nos besoins. Et parallèlement, en même temps, on a une perception de notre interlocuteur aussi, qui a de son tour aussi sa perception de la situation et de nous aussi. Et dans une telle situation, tout cela se combine et s'exprime dans la communication qui est déterminée par différentes langues, par de différents modes et codes de communication. Et tout ce qui est communiqué verbalement ou non verbalement déclenche une réaction chez l'autre. Et cette réaction déclenche un comportement chez l'autre. Et c'est ça, en fait, une situation. Donc, c'est l'interculturel, c'est donc le processus de l'interaction, de communication entre des personnes qui ont été socialisées différemment, avec des cultures régionales, des cultures nationales, des cultures individuelles qui sont différentes. Et cette rencontre permet de faire l'expérience de sa propre identité culturelle. Ça mène à l'ouverture, au développement, et donc apprendre interculturellement, ça signifie d'être déjà conscient de cette partie cachée de l'iceberg, de son propre iceberg, et d'être capable d'en parler, de le communiquer, et d'avoir cette conscience que l'interlocuteur, la personne en face, elle a son propre iceberg à elle. Voilà, c'est ça en fait l'interculturel. Et ici, je vous ai mis un schéma. Parce que même si peut-être vous n'avez pas comme projet de partir à l'étranger, mais que vous souhaitez peut-être coopérer davantage avec d'autres régions, occuper des postes de coopération transfrontalière ou internationale, c'est juste pour expliquer qu'une coopération repose sur des problèmes ou des intérêts communs qui peuvent aussi peut-être perçus de manière très différente. Et ici, il est important de garder à l'esprit qu'il y a de différentes dimensions qui s'affrontent lors de cette coopération. Donc, l'individuel, la culture professionnelle, les normes, habitudes de travail, l'organisation, le système administratif, etc. Et la première étape d'une coopération et de la construction d'un partenariat aussi, c'est donc à savoir comment nous, on fonctionne nous-mêmes, comment notre système fonctionne, et dans un deuxième temps, de comprendre comment fonctionne celui des partenaires afin de justement pouvoir collaborer ensemble et d'être consciente de nos différences. Donc la communication, c'est en fait, c'est le plus important dans une coopération. Et ces rencontres... Ah, pardon, j'ai entendu... Aucun souci, vous pouvez continuer, très bien. Ah d'accord, ok, il y avait un petit décalage de temps. Ok, d'accord. Donc, ce slide, c'est pour vous dire que ces rencontres donc, peuvent provoquer des irritations, car de schémas de pensée, de faire, de se comporter sont différentes et se rencontrent justement. Donc, on parle aussi des dimensions culturelles comme clés pour comprendre les différences culturelles. Donc les différences culturelles comme référence pour analyser les différents contextes dans lesquels nous vivons.
Je ne pourrais pas toutes les aborder en détail, mais je voudrais simplement montrer quelques exemples. Par exemple, quand on parle de la communication, on peut dire qu'il y a un spectre entre la communication implicite et explicite. Donc, on peut dire qu'il y a des cultures qui communiquent plutôt de manière explicite. Ça veut dire qu'il y a peu de connaissances contextuelles qui sont nécessaires pour comprendre le message. Il n'y a pas beaucoup de sous-entendus, rien n'est laissé dans le vague. On termine ces phrases. Et il y a aussi cette culture avec une communication implicite, donc avec une forte charge contextuelle, où on peut dire que l'information réside plus dans la personne que dans la communication explicite. Et voilà, pour illustrer, dans le contexte franco-allemand, on dit très souvent que le Nein, le non, dans l'allemand, ça veut dire non. Il n'y a pas de sous-entendu peut-être. Par contre, quand il y a un Français qui dit « il serait judicieux de traiter ce dossier », peut-être il veut dire voilà, je voudrais que vous fassiez ça maintenant. Alors que quand on parle ça, quand on dit ça et on a une personne allemande en face, la personne allemande va peut-être comprendre, oui, ce serait bien, mais voilà, il n'y a pas d'urgence, ça peut attendre encore la semaine prochaine. C'est juste pour illustrer un peu cette communication. Mais aussi, tout dépend bien sûr du contexte. Ce n'est pas mon but ici de généraliser, mais de sensibiliser aux nuances des différences culturelles qui peuvent apparaître. Peut-être un autre exemple par rapport à l'orientation de la coopération. Là, on peut dire qu'il y a des cultures qui se situent sur un spectre entre celles qui sont orientées vers le relationnel et celles qui sont plutôt orientées vers les résultats. Et à nouveau, pas parce que ça c'est mon contexte franco-allemand, là on dit généralement que la culture allemande, là il y a le concret, les faits, les résultats qui jouent un rôle très important. Donc une réunion devrait se terminer par quelque chose de concret pour être considérée réussie. Alors que dans la culture française, on peut dire que les relations interpersonnelles sont peut-être plus importantes. Quand il y a une réunion avec beaucoup de partenaires françaises, c'est le small talk au début qui est très, très important. C'est très important de construire le lien de confiance vraiment avec les partenaires. Mais bien évidemment, ici aussi, cela ne s'oppose pas, mais cela dépend toujours du contexte de la personne elle-même aussi. Et juste rapidement, parce que ça, je considère très important, c'est aussi la distance au pouvoir. Donc, c'est-à-dire que là, on parle des cultures qui sont plutôt dans un contexte où il y a une hiérarchie verticale ou une hiérarchie horizontale. Donc, horizontale avec des distances hiérarchiques plus courtes, c'est-à-dire aussi peut-être avec une prise de décision participative ou une décentralisation et délégation aussi du pouvoir. Et là, ça pourrait être expliqué aussi avec la structure de l'État. Par exemple, en Allemagne, les Länder ont beaucoup de compétences, donc il y a déjà cette hiérarchie plus plate que dans un contexte où il y a la structure de l'État qui est plutôt centrale, avec une centralisation du pouvoir et donc avec une marge de manœuvre un peu plus restreinte pour prendre une décision ou parfois avec un style de management plus autoritaire peut-être aussi. Voilà, juste pour vous donner quelques exemples de ces différences interculturelles qui peuvent apparaître lors de votre mobilité à l'étranger et lors de la coopération. Et pour terminer, je souhaitais aborder brièvement le processus d'adaptation lors d'un contexte de mobilité professionnelle à l'étranger, puisqu'il va s'agir d'une situation de changement qui va générer des réactions qui sont tout à fait normales et qui ne vont pas endurer. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de connaître les différentes phases pour peut-être mieux gérer aussi les états émotionnels lors de cette mobilité à l'étranger. Et donc, on parle au début de cette phase de préparation, de découverte, mais aussi un peu de l'appréhension, de l'inconnu. Puis, on va passer à la phase euphorique, l'euphorie et l'enthousiasme, aussi connue sous le nom de la phase de lune de miel. Donc là, c'est aussi un peu cette phase touristique. On a envie de découvrir ce qui se passe à l'étranger.
Et après, il y a cette phase d'acclimatation, durant laquelle les nuances culturelles se font ressentir et peuvent aussi donner place à des situations irritantes, peut-être incompréhensibles aussi. Et ça peut arriver qu'on a cette crise, donc le choc culturel, la nostalgie, on ressent une certaine désorientation peut-être aussi, on est fatigué, on a mal de tête, il y a les différentes langues, il y a différentes impressions partout, on n'arrive pas vraiment à gérer. Et c'est le moment où les schémas habituels arrivent aux limites de leur pertinence pour nous. Et c'est à ce moment-là il faudrait développer des techniques, comment sortir de ce choc culturel. Et c'est très important de se donner du temps, être patiente avec soi-même dans une telle situation, mais aussi être patiente avec le système et avec les autres. Il faudrait peut-être aussi se forcer à participer à des activités, de trouver des points de repère, d'éviter de juger aussi trop vite lors des situations irritantes et surtout revenir sur les objectifs pour vous, pour ce séjour à l'étranger. Et après, c'est bien de savoir qu'il y a toujours une phase, la courbe, elle va monter. Il y a une phase d'adaptation. On se crée de nouveaux repères. On va réussir à s'adapter à ce nouvel environnement. On apprend aussi à accepter le nouveau système. On retrouve son énergie et ça peut arriver jusqu'à cette aisance biculturelle, donc dans cette phase d'intégration. Et parfois, à la fin, il y a cette angoisse de séparation, donc ça peut être le cas qu'on ressente un choc culturel inversé et la nécessité d'une réadaptation dans le pays d'origine. Et ici, il s'agit uniquement d'un modèle, les étapes se mélangent, s'entrecroisent et ça dépend de chaque individu et du contexte, bien entendu. Et Très bien, Fabienne, je pense que c'était très intéressant. Je me permets juste d'intervenir parce qu'on a déjà des questions et du coup, on voulait vous poser la question et vous avez quand même un petit peu de temps pour répondre à la question des intervenants et des visiteurs. Et peut-être, on pensait à la plus-value. Qu'est-ce que ça peut apporter en fait à quelqu'un de partir à l'étranger, de vivre une expérience, alors sur le plan personnel, sur le plan professionnel, par exemple, qu'est-ce que vous avez à apporter comme élément? Bon, déjà, un séjour à l'étranger, ça favorise la flexibilité, vraiment la capacité à s'adapter, la capacité à agir aussi dans des situations justement qui sont différentes, qui sont souvent aussi impréhensibles, imprévisibles, pardon, et inconnues. Ça, je l'ai déjà dit, mais bien sûr, une ouverture de l'esprit, une empathie aussi vers soi-même et vers les autres. Bien sûr, on peut mentionner aussi les connaissances linguistiques et aussi ici, cette résilience aussi et de savoir comment faire face au blocage linguistique, justement, et de communiquer aussi non verbalement. Et ce qui devient de plus en plus important, si on se trouve face à des blocages linguistiques, à prendre des responsabilités aussi. Ça, je dirais aussi. Ouais. Et l'internationalisation, de manière générale, est un critère aussi et vraiment une compétence pour de futurs cadres aussi, hein. C'est considéré de plus en plus important. Ouais. D'accord. Et en fait, on avait une autre question, c'était peut-être, bon, alors ça reste peut-être au niveau du niveau de iceberg en haut, mais est-ce que vous avez des petites expériences ou des petites différences culturelles sur lesquelles les candidats ou les personnes qui vivent à l'étranger, à laquelle ils doivent faire attention, par exemple en Allemagne ou en Suisse ou en Belgique, est-ce qu'il y a des choses où on doit vraiment faire attention pour ne pas faire d'erreurs en fait en termes d'intégration aussi et pour faciliter l'intégration aussi au sein du pays, enfin, au sein de l'accueil du pays accueillant. C'est intéressant que vous mentionniez aussi la Suisse parce que c'est vrai que je me suis concentrée sur le contexte franco-allemand, mais nous on travaille aussi avec la Suisse, après avec la Suisse alémanique, germanophone, mais là par exemple aussi, on parle l'allemand. Mais dans notre quotidien de la coopération, moi aussi, j'ai appris que les Suisses,
Juste parce que la langue, elle est la même, ça ne veut pas dire qu'ils communiquent de la même manière. Donc, j'ai une collègue qui travaille très étroitement avec la Suisse qui m'a dit elle écrit en allemand, mais du style français. Donc, il faut être très, très, très poli parce que pour les Suisses, c'est très important le consensus, la politesse, aussi de rester peut-être aussi parfois dans le vague. Et le tutoiement, par exemple, beaucoup plus fréquent que en Allemagne ou aussi en France. Par contre, ça ne veut pas forcément dire qu'on est très proche avec la personne. Ça veut simplement dire qu'on est ici dans un contexte où il y a une hiérarchie plate, égale et voilà, il n'y a pas vraiment cette hiérarchie et donc le tutoiement est beaucoup plus fréquent. Après, ce que ça veut dire autre aussi? Voilà, la ponctualité, bien sûr, ça joue, les réunions en Suisse commencent même plus tôt qu'en Allemagne. Alors que c'est vrai que selon mon expérience, voilà, les réunions avec les partenaires français peut aussi, voilà, commencer en 10 minutes plus tard, disons, pour donner quelques exemples. D'accord, super, merci beaucoup. On avait des questions, mais c'était plus des questions concernant des offres d'emploi, donc je pense qu'on va plutôt aborder la deuxième partie. D'abord, je vous remercie, Fabienne, hein, pour cette présentation. Je suis désolée d'avoir eu un petit souci de son au début. J'entendais les deux voix, donc c'était assez perturbant, mais je m'excuse pour cette introduction et je vous remercie beaucoup, qui est très intéressante. J'invite les personnes qui suivent la conférence à poser encore des questions. On reviendra encore sur les questions dans un deuxième temps. Et je propose à Madame Kramer donc, de continuer et de poursuivre et je remercie infiniment déjà par avance. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de cette introduction et merci à Fabienne Chimek de ce partage. Effectivement, j'ai eu dans mon passé l'occasion de participer à des formations avec l'Euroinstitut et que c'était très instructif. Donc, je suis Katharina Kramer, conseillère à France Travail, conseillère en mobilité internationale et également dans le passé aussi, j'ai travaillé beaucoup sur le champ frontalier, sachant que je suis basée à Strasbourg, donc effectivement à l'extrémité est de la France et donc à 5 km de l'Euroinstitut environ, donc juste de l'autre côté du Rhin. Effectivement, je vais vous parler en quelques mots de voilà, qu'est-ce que fait France Travail pour accompagner des personnes dans une recherche d'emploi à l'étranger, également au niveau frontalier. Je vais parler un petit peu, comme l'a dit Fabienne Chimek, qu'est-ce que c'est le statut frontalier ou comment on le définit. Surtout, je vais vous partager des sites Internet qui sont en libre accès parce que, a priori, la plupart d'entre vous ne sont et ne seront peut-être pas demandeurs d'emploi, donc pas inscrits à France Travail pour bénéficier des prestations qui sont réservées à un public inscrit comme demandeur d'emploi. Or, qu'il y a une multitude d'informations et de sites à France Travail, mais aussi à l'extérieur, qui sont accessibles et qui permettent de mener une recherche d'emploi en zone frontalière, mais également à l'étranger. Alors, pour l'étranger, aujourd'hui, on va se contenter à l'étranger européen, Union européenne, espace économique et suisse, tout ce qu'on peut mettre dans le réseau EURES. Donc, vous voyez dans le logo sur la slide, aussi le logo France Travail, mais aussi les logos EURES. Et donc, je vais aussi vous parler, après avoir abordé la recherche d'emploi, parler qu'est-ce que c'est EURES, sachant que EURES va sûrement arriver tous les 5 minutes, je vais prononcer le mot EURES parce que c'est très important dans la recherche d'emploi ou dans la mobilité de l'emploi dans l'Union européenne. Et je vais terminer avec une aide financière à la mobilité en Europe grâce à EURES. Donc, on peut passer à oui, merci beaucoup. La slide suivante. Donc, effectivement, France Travail
peut accompagner des personnes dans le cadre d'une prestation, et c'est ce que je fais au quotidien, accompagner des personnes dans une recherche d'emploi à l'international, donc Europe, mais aussi hors Europe. Donc ça, c'est, comme je disais à l'instant, réservé à un public de demandeurs d'emploi. C'est cette terminologie d'un statut. Mais nous partageons des informations. Alors aujourd'hui, dans le chat, on ne va pas partager les liens parce que c'était un peu compliqué à organiser, mais nous avons un stand cet après-midi actif. Le stand, il me semble, vous pouvez déjà le consulter. Et sur le stand, France Travail EURES, je serai accompagnée par ma collègue Anne-François cet après-midi pour vous rencontrer sous forme de chat. Et nous y avons publié tous les liens que je vais mentionner pendant ma présentation. Donc, vous retrouvez toutes les informations à ce niveau-là. Donc, vous trouvez bien sûr le site France Travail, mais surtout aussi le site France Travail Mobilité Internationale et le site du service public service de placement transfrontalier. Donc, qu'est-ce que c'est le service de placement transfrontalier en Grand Est particulièrement? Ce sont des lieux où les conseillers du service public de l'emploi français et les conseillers du service public de l'emploi allemand, en l'occurrence, se rencontrent. Donc, il y a un site en particulier, c'est à Kehl, c'est dans l'agence de la Bundesagentur für Arbeit, donc le service public de l'emploi allemand, où aussi ma collègue Anne-François, qui sera là cet après-midi, travaille. Donc, vous retrouvez ce site et que vous trouvez aussi sur notre stand, en fait, des informations sur ces deux parties, donc l'international et le transfrontalier, et même au niveau EURES, on distingue EURES et EURES-T, donc EURES transfrontalier. Merci beaucoup. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver facilement à tout moment pour une recherche d'emploi et pour alimenter cette recherche d'emploi au niveau européen ou au niveau international de manière générale? Commençons par les offres d'emploi, et puisque aujourd'hui on ne fait une présentation que par un partage de slides et non pas par un partage en live de site internet, je vous ai préparé quelques copies écran juste pour illustrer un petit peu à quoi vous attendre lorsque vous recherchiez les sites qu'on retrouve dans le stand. Donc, les offres d'emploi pour l'international européen, vous le rechercherez sur le site EURES. Alors, il y a aussi quelques offres d'emploi au niveau européen sur le site de France Travail, et donc vous avez la possibilité d'indiquer un pays dans le moteur de recherche où vous mettez une ville. Alors, vous cherchez un emploi à Strasbourg, vous cherchez un emploi à Toulouse ou à Bordeaux, mais vous avez la possibilité de mettre une région, mais également un pays ou un continent. Sachant que de plus en plus, ou de moins en moins, il y aura d'offres d'emploi pour l'Europe, Union européenne, sur le site de France Travail, simplement parce que France Travail, depuis de nombreuses années, tout comme c'est le cas de l'Allemagne également, transfère immédiatement toute publication d'offres d'emploi sur le site France Travail vers le site EURES. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Par exemple, la Suisse n'y transfère qu'une partie de ses offres d'emploi. Donc, ça veut dire que pour la Suisse, il faut consulter aussi les sites de recherche d'emploi suisses, donc les sites du service public de l'emploi suisse qui est Jobroom. Alors, je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Fabienne, merci beaucoup. Pardon. Oui, alors, pardon, je vais faire un petit. Donc, je vous partage après, on va passer les 3 prochaines slides où c'est les copies écran et je vous dis ce qu'on y trouve. Et vous aurez ensuite une slide où je vous partage quand même les liens
des services publics de l'emploi des pays frontaliers au Grand Est. Donc, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, la Wallonie. Donc, juste, je reprends donc, les offres d'emploi pour l'Union européenne, l'espace économique. Donc, ça sous-entend qu'il y a aussi l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, mais également la Suisse sur le site EURES en priorité. Donc, sur la page de France Travail Mobilité Internationale, vous avez d'abord une partie employeur, une partie candidat. Et dans la partie candidat, vous tombez sur cette page où vous trouvez donc des informations sur comment on peut avancer dans une recherche d'emploi. On fait aussi la promotion d'EURES qui fête ses 30 ans cette année. Donc, il a été créé en 1994 et on tombe aussi sur l'aide à la mobilité européenne que je vais aborder à la fin de la présentation. Et pour faire un petit lien avec ce que disait Fabienne Chimek tout à l'heure, effectivement, il y a les chocs de culture aussi parfois quand on revient dans son propre pays. Et donc, dans les cas des prestations mobilité internationale que France Travail propose pour les personnes inscrites, il y a une conférence que nous proposons aussi à toute personne qui revient en France, donc ce retour de mobilité, pour justement aussi aborder cette question du choc culturel. Donc, vous trouvez aussi cette information sur notre site France Travail. On passe à la slide suivante, qui est l'Emploi Store. L'Emploi Store, c'est un service France Travail également, où vous avez ces 6 thématiques. Comment vous faire aider par des services en ligne pour mener un projet. Donc, tout ça est accessible sans être inscrit à France Travail. Il suffit simplement de créer un compte. Donc, vous pouvez utiliser le même compte sur le site France Travail que sur le site France Travail Emploi Store. Et comme vous le voyez, il y a le 6e onglet, c'est s'ouvrir à l'international. Et là-dedans, vous avez des services en ligne, pardon, sur, alors il n'y a pas tous les pays qui sont abordés, mais il y a certains pays qui sont abordés, mais surtout vous avez aussi des choses comme des évaluations linguistiques pour être un peu plus à l'aise pour avancer. Voilà, j'ai plutôt un niveau A2, B1, C2 dans la langue voilà, que vous pratiquez ou que vous souhaitez faire évoluer pour une recherche d'emploi à l'étranger. De manière générale, effectivement, les évaluations linguistiques qu'on fait dans un centre de formation sont plus complets. Il y a une 60aine de questions, or que ce que vous trouvez sur Internet, généralement, c'est entre 15 et 30 questions. Mais ça donne généralement une bonne idée pour situer son niveau linguistique. Et vous avez aussi des soutiens ou des services en ligne pour améliorer vos niveaux de langue, pour certaines langues en tout cas. Donc, je vous invite à trouver les informations sur le site Emploi Store. Et en 3e partage d'écran, je crois que j'espère que j'en ai prévu 4. On a mes événements emploi, qui est toujours un service France Travail, des événements ouverts au grand public, donc qui ne nécessitent pas non plus une inscription à France Travail, mais simplement un compte pour pouvoir participer. Et je vous ai, sur la slide, j'ai mis une sélection sur les objectifs et les modalités, parce que dans objectifs, vous pouvez, enfin, dans le cas d'une recherche d'emploi ou d'information pour l'étranger, objectif, vous avez le choix pour international, et dans modalité, vous avez le choix entre physique et à distance. Et donc, choisir à distance pour avoir tout ouvert, et quel que soit votre lieu de résidence aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le Grand Est, mais finalement, vous êtes sur tout le territoire national. Donc, vous pouvez sélectionner les événements à venir pour vous inscrire pour tous les événements ouverts. Généralement, vous avez une indication si l'événement est ouvert à tous. Merci pour cette slide. Et
Oui, ok. Alors, le site EURES, c'est après. Donc, voilà, quand je viendrai EURES. Donc, voilà les informations que vous trouvez sur les sites France Travail et on viendra après sur le site EURES. Donc, le statut frontalier, on l'a vu tout à l'heure, c'est effectivement vivre dans un pays et travailler dans un autre pays. Dans un autre pays de l'Union européenne, de l'espace économique ou la Suisse. Et on a vu les chiffres importants de frontaliers qui bougent au niveau des frontières du Grand Est. Ceux qui ont participé à l'introduction ce matin, effectivement, je ne le savais pas, il y a 760 km de frontières au niveau Grand Est, c'est énorme, effectivement. Donc, pour avoir ce statut, et je vais dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire après en termes d'organisation et administrative, le statut frontalier, il faut que vous retourniez soit tous les jours, soit au moins une fois par semaine sur votre lieu de résidence principal. Et dans ce cadre-là, on distingue aussi entre frontalier d'un point de vue social ou frontalier social et fiscal. Hein. Donc, a priori, Madame Chimek est frontalier d'un point de vue social et fiscal parce qu'elle vit dans un pays et elle est à la frontière, donc elle rentre tous les jours et elle vit dans la zone frontalière fiscale et elle travaille dans la zone frontalière fiscale. Donc ça, c'est défini par le ministère des Impôts, le ministère des Finances. Et sur le site du frontalier que vous trouverez sur notre stand, donc dans les liens, vous retrouvez aussi toutes les informations. La différence du statut frontalier purement social est qu'on ne vit plus et on ne travaille plus, ou au moins, même si on vit, mais on ne travaille plus l'un ou l'autre dans une zone frontalière. Donc, je prends l'exemple, quelqu'un vit à Strasbourg, mais travaille à Francfort, voire même il travaille à Prague, donc on n'est même plus dans un pays voisin. En rentrant toutes les semaines sur son lieu de travail de résidence principale, il peut avoir le statut frontalier social. Ça veut dire que, alors je suis toujours dans la recherche d'emploi France Travail, je ne l'ai peut-être pas dit, on est plus dans une recherche d'emploi dans le secteur privé. Et donc, ça veut dire que vous maintenez, dans le cadre du statut frontalier social, vous maintenez une inscription, vous maintenez la carte vitale tout en cotisant à la sécurité sociale du pays d'emploi. Donc ça, c'est par défaut, on cotise dans le pays de travail pour la sécurité sociale. Et donc, bien faire attention à cette différence, mais on peut tout à fait être frontalier, même si on ne travaille pas dans la zone frontalière et même si on travaille dans un pays non frontalier à la France. Mais forcément dans l'Union européenne, l'espace économique ou la Suisse. Je le précise parce qu'on a malgré tout encore parfois la question, qu'est-ce qui est du Royaume-Uni? Non, depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne permet plus le statut frontalier. Donc, voilà le site sur le travail frontalier. Donc, vous trouvez des informations sur le frontalier de manière générale, mais aussi sur le statut frontalier. Donc, n'hésitez pas. Et donc, toute la partie Grand Est, bien sûr, puisque c'est un site qui nous est proposé par la région Grand Est. Donc, je vous invite à retrouver ce site sur notre stand France Travail EURES. Donc, recherche d'emploi. Je m'accroche à ce qu'a partagé Fabienne Chimek tout à l'heure. Effectivement, il y a prendre connaissance du territoire que je vise pour une recherche d'emploi. Prendre connaissance culturellement, prendre connaissance, bien sûr, aussi au niveau du marché du travail. Donc, préparer déjà une veille sur qu'est-ce que propose ce marché du travail. Alors, il y a des choses comme les métiers en tension qui sont assez similaires dans les pays de l'Union européenne et souvent même au niveau international
métiers en tension, des métiers dans lesquels la recherche de main-d'œuvre est plus grande. Donc, c'est beaucoup les métiers de la santé, de l'hôtellerie, la restauration. Donc, ça, c'est des offres d'emploi qu'on trouve très facilement sur les marchés de l'emploi et sur les sites de recherche d'offres. Mais il y en a d'autres. Et bien sûr, tout comme la culture, il y a la face cachée, la face visible. Le marché du travail, c'est aussi un marché du travail qui est une partie visible, une partie est non visible. Donc, beaucoup d'offres d'emploi ne sont pas partagées sur les sites de recherche d'emploi, mais il faut les dénicher grâce à votre réseau, d'où l'importance du travail du réseau qui est encore plus importante dans une recherche d'emploi à l'étranger. Donc, ça se prépare, bien évidemment. Alors, beaucoup le réseau social LinkedIn, parce que c'est le réseau social par excellence du travail, mais bien sûr, d'autres réseaux sociaux sont aussi utilisés pour le partage d'informations et parfois même pour le partage d'offres d'emploi. Approche du marché, d'un marché du travail à l'étranger, c'est aussi s'informer sur la reconnaissance du diplôme, ou est-ce que j'ai besoin d'une reconnaissance de mon diplôme? Et donc, si besoin, évidemment, faire la démarche pour avoir la reconnaissance. Souvent, c'est facilement connu, notamment dans les métiers de la santé. Hein, pour exercer comme infirmier dans un autre pays, il faut avoir un diplôme. On ne peut pas devenir infirmier ou infirmière si on n'a pas un diplôme d'infirmier. Donc, il faut qu'il soit validé et reconnu. Dans les métiers de la santé, la reconnaissance au sein de l'Union européenne est relativement facile à condition qu'on ait un bon niveau de langue. Mais pour d'autres métiers, parfois, ça demande un peu plus de recherche. On va doucement passer aux questions. Questions. Si vous avez, on peut passer. Oui, alors j'ai encore. On laisse un petit peu de temps aux questions parce qu'on en a un petit peu. D'accord. Alors juste, voilà. Donc ça veut dire aussi, bien sûr, adapter votre candidature d'un point de vue culturel, c'est-à-dire d'un point de vue linguistique d'un côté. Et pareil, je reprends la question sur. On parle la même langue et sur tous les pays frontaliers au Grand Est, on parle. L'allemand est langue officielle de tous les pays, et langue officielle en Suisse, et langue officielle, ou la seule langue officielle en Allemagne, et langue officielle au Luxembourg, et langue officielle de la Belgique, même si c'est une toute petite partie au niveau de Belgique. Tous les pays, à part l'Allemagne, partagent le français, mais un français qui n'est pas toujours identique au français en France, et donc c'est aussi adapter votre langage au français du pays en question. Rédaction, donc préparer cette rédaction aussi en vous informant sous les fiches métiers. Donc, qu'est-ce qu'on met sous la notion de par rapport à un métier dans tel ou tel pays. Et rapidement, le réseau EURES. Je vais vous dire. Donc, peut-être juste on passe la slide avant pour celles et ceux qui veulent juste faire une copie écran de cette slide, parce qu'effectivement, vous avez tous les sites des services publics de l'emploi des pays frontaliers. Pour la Belgique, je vous ai mis uniquement le Forum. La Belgique a 3 services publics de l'emploi, la Wallonie, les Flandres et Bruxelles. Donc, vous retrouvez toutes ces informations aussi sur le site EURES, que je vais vous présenter juste en quelques mots à partir de la page d'accueil. Donc, vous avez la possibilité de publier un CV qui sera accessible aux employeurs qui ont publié, créé un espace. Vous avez dans Vivre et Travailler accès à des informations sur le marché du travail, sur comment candidater. Vous retrouvez le service public de l'emploi de tous les pays membres du réseau EURES. Et vous avez dans Service EURES accès au consul EURES. Donc, comme je disais, donc moi je suis consul EURES. Anne-François, que vous verrez sur le stand cet après-midi, est également consul EURES. Et il y a les consuls EURES dans tous les pays membres et dans tous les services publics de l'emploi des pays membres. Dans Service EURES, vous trouvez aussi les informations sur l'aide à la mobilité que je vais aborder en 1 minute juste après, et vous retrouvez
très intéressants pour la recherche d'emploi côté frontalier. Le lien vers le site, et je crois qu'on l'a partagé aussi sur notre stand, EURES-T Oberrhein, donc dans Services EURES, les régions transfrontalières. Et même là-dedans, dans les téléchargements, vous avez un glossaire, donc une sorte de cahier de vocables franco-allemand sur tous les termes et terminologies autour de l'emploi et du travail. Donc rapidement, l'aide à la mobilité, elle peut englober se rendre à un entretien d'embauche dans un autre pays, Union européenne, donc ça exclut complètement la Suisse, donc uniquement Union européenne, espace économique. Ça peut être une aide au déménagement, ça peut être une aide au cours de langue, et ça peut être une aide à la reconnaissance du diplôme si besoin. Alors, les détails, je vous propose de prendre connaissance soit sur le site EURES, soit sur le site de France Travail Mobilité Internationale, et tout en répondant, alors voilà, la condition est que, bien sûr, vous ayez 18 ans, que vous êtes ressortissant d'un de ces pays, Union européenne, Norvège ou Islande. Par contre, vous ne pouvez pas demander une mobilité dans le pays dont vous avez déjà vécu ou dont vous êtes ressortissant. Hein. Donc moi, je suis également allemande, je ne pourrais pas demander une mobilité pour retourner en Allemagne. Voilà ce que je voulais vous partager. On passe aux questions et peut-être juste on peut repasser aussi la slide avant encore, juste pour prendre connaissance sur le site EURES. Il existe aussi, voilà, les European Online Job Days. Ce sont des salons en ligne tout public sur le site EURES, European Online Job Day. Et je vous écoute pour les questions. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant, très riche. En fait, il y a beaucoup de sites internet et tout ça. Donc, n'hésitez pas à retourner cet après-midi et d'échanger avec Madame Kramer et sa collègue. Hein. Vous aurez accès à tous ces liens et ces sites internet. Et une des questions est justement, est-ce que France Travail peut aider à la recherche d'un stage dans le domaine frontalier? Est-ce que vous savez s'il y a une possibilité? Oui, je sais la réponse est malheureusement non, parce que la vocation de France Travail est la recherche de l'emploi, effectivement. Donc, il n'y a pas de soutien au stage. Alors, je regarde jamais la page France sur le site EURES parce que certains pays proposent des informations aussi comment faire une recherche d'un stage, voire proposent des sites pour une recherche de stage. Donc, je ne suis pas sûre s'il y a cette information, mais ça vaut le coup de regarder. Alors, je ne vais pas insister sur le dispositif Erasmus+, parce que Erasmus+, c'est un stage dans une entreprise en Union européenne. Si vous êtes quelqu'un qui est demandeur d'emploi va faire sa demande avec France Travail. Quelqu'un qui n'est pas demandeur d'emploi peut la faire avec un autre porteur de projet. Donc, pour les demandeurs d'emploi, vous contactez votre conseiller. Pour les non-demandeurs d'emploi, vous vous rendez sur le site Erasmus+, pour plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît. Et donc, en fait, il y avait pas mal d'inscrits qui avaient des questions sur comment trouver des offres d'emploi au Luxembourg et en Suisse. Et donc là, je pense que vous avez répondu à la question. Hein. Donc, vous retrouverez les liens sur le site de EURES France Travail cet après-midi auprès de Madame Kramer. Hein. Et sur la slide qu'on avait montrée tout à l'heure. Oui, et la slide. Hein. Voilà. Et vous aurez Après, il y a d'autres sites, mais on finit par trouver. Dès qu'on creuse un petit peu, on trouve aussi les autres sites. Et MovieJob, très important pour le Luxembourg, qui publie aussi des offres d'emploi. Et il y a un salon en ligne alors j'ai en marqué en ligne, mais il est surtout présentiel. Pardon, ça doit être une erreur de ma part. Il est surtout présentiel. Il y a une partie en ligne, mais il est surtout présentiel à Luxembourgville. Pardon. Très bien. Et donc, peut-être des conseils que vous pourriez on avait aussi des conseils sur, que vous pourriez apporter sur les CV, à quoi doivent faire attention les candidats. Voilà, est-ce qu'il y a des champs obligatoires? Est-ce qu'il faut mettre une photo ou pas mettre de photo? Est-ce qu'il y a des petites différences comme ça? Est-ce qu'il faut faire un CV en anglais? Voilà, donc si vous aviez des conseils, Oui. en tout cas, des conseils clés pour les lancer, pour leur donner toutes les clés possibles pour se lancer dans cette mobilité transfrontalière européenne ou internationale. Oui, la question du CV, très important. La connaître de manière générale, adapter
linguistiquement en fonction de ce qui est demandé. Si vous avez une offre en allemand, vous répondez en allemand. Si vous avez une offre en français, vous pouvez, enfin, une offre en français, vous répondez français, sauf mention contradictoire. Parfois, une offre, même sur France Travail, vous pouvez voir, toutes les offres sont publiées en français parce qu'on a un service public de l'emploi français et ne publie uniquement en français, mais il peut, même en France, avoir un employeur qui dit « moi, les candidats ne doivent parler que anglais, donc moi, la candidature doit être en anglais ». Donc là, c'est mentionné. Sur le site de la Bundesagentur für Arbeit, il me semble aussi sur l'ADEME, mais je ne suis pas sûre, vous pouvez aussi occasionnellement trouver des offres d'emploi en anglais. Et bien sûr, là, du coup, c'est sûr, vous pourrez répondre en anglais. Mais ne répondez pas en anglais à une offre d'emploi où l'anglais ne fait pas mention. Parce que s'il y a marqué que vous devez parler allemand, je ne sais pas, espagnol, peu importe, effectivement, cette langue est demandée. Et s'il n'y a rien noté du tout, c'est que c'est sous-entendu. C'est tout comme quelqu'un regarde les offres d'emploi sur le site de France Travail. Parce quand il n'y a aucune mention sur langue ou il y a une langue en plus, il y a le français est sous-entendu et c'est le cas dans les autres pays. Donc, sur le site RES, vous trouvez des informations. Qu'est-ce qui est attendu en termes de CV, en termes de présentation? Parce que la mise en page d'un CV diffère, même si la langue ne diffère pas ou peu. C'est-à-dire sur tous les pays, les 5 pays qui se croisent, en fait, en quelque sorte, dans le Grand Est, les candidatures changent. Alors peut-être les CV français et belges se ressemblent le plus. Ce sont des CV généralement sur une page, donc qui permettent aussi un format plus coloré, parce que justement pour s'organiser sur une page, on a finalement besoin de ces couleurs, et c'est quelque chose qui s'est un peu, on a pris l'habitude de ça. Ceux qui ont recherché de l'emploi il y a 20 ans, vous vous souvenez, voilà, on n'avait pas ça parce que les nouvelles technologies n'existaient pas ou on n'avait pas ce même accès. Les CV allemands, luxembourgeois, suisses sont peut-être plus linéaires et plus formels, déjà une. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas forcément sur une page, on a moins de couleurs et on est plus dans un niveau, une colonne de date avec à côté, sur la même ligne horizontale, donc une seule information. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de janvier 2015 à mars 2018, etc. Et non pas les qualifications dans la même ligne, comme on peut l'avoir sur un CV français ou voire belge. Du coup, ces CV plus linéaires peuvent aussi être plus longs d'une page. Alors, généralement, on dit quand même, essayez de ne pas dépasser 2 pages parce que voilà, on est dans un format aujourd'hui aussi souvent en ligne. La candidature, aujourd'hui, normalement, toutes les candidatures sont avec enfin, les CV sont en rétro. Enfin, vous commencez avec le plus récent pour aller vers le plus ancien. Et si vous êtes débutant dans la vie active, bien sûr, vous commencez par la formation, mais sinon, vous commencez par la partie expérience professionnelle. L'Allemagne est toujours assez à cheval sur la photo, j'ai envie de dire. Je crois qu'il me reste 30 secondes. Assez cheval sur la photo. Donc, gardez ça en tête. Même si ce n'est pas une obligation. Une petite dernière question. Est-ce que vous conseillez d'utiliser Europass comme modèle de CV ou pas du tout? Alors, bien sûr, c'est une option d'utiliser Europass ou au moins de l'avoir comme structure, comme modèle. Alors, c'est aussi toujours un choix. Est-ce que j'utilise un template, c'est-à-dire un format que je remplis, ou est-ce que je crée, est-ce que j'ai les moyens, parce que je sais me servir des nouvelles technologies ou de la bureautique tout court pour mettre en page un CV. Soyez vigilants sur votre adresse mail et surtout sur le format de votre numéro de téléphone avec le préfixe. L'employeur n'aura pas envie de chercher le préfixe de votre pays.
Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir Oui, justement boucler vous- la vidéo merci. et finir avec ce magnifique conseil, ce qui est essentiel. En effet, bien penser à mettre l'indicatif de votre pays. Ça paraît évident, mais c'est des petites erreurs qui peuvent poser problème en termes de recrutement et de prise de contact. Et je tiens encore à vous remercier, Fabienne et Katharina, pour cette visioconférence très intéressante. Et elles seront disponibles à partir de 13h pour échanger avec vous. Si vous avez encore des questions, il y avait une question aussi sur la conférence, les différences, comment on peut trouver ces informations sur ces différences culturelles. Donc, Fabienne, n'hésitez pas à répondre à la question cet après-midi aux personnes qui viendront vous voir. Je vous remercie infiniment et c'était un plaisir d'échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions. Une bonne fin Merci. d'après-midi. Au revoir.